Salut à toutes, salut à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, on va parler de Thiefdom. Thiefdom est un jeu de Simon Schmieder et Jouma Aljoujou. Il est illustré par Mihailo Dimitrievski alias The Miko et édité par Karma Games. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 2h30 et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,5 sur 5. Notez tout de suite qu'il s'agit d'une version prototype du jeu, que le matériel comme les règles sont susceptibles d'évoluer. De plus, la boîte m'a été envoyée par l'éditeur que je remercie. Thiefdom vous place à la tête d'une guilde de voleurs en 1420 dans la ville de Bacharach, une ville allemande. Votre objectif, c'est de devenir la guilde maîtresse de la vallée du Haut-Rhin moyen. Pour cela, il vous faudra dérober puis échanger des objets contre un maximum de points, le tout sans vous faire attraper pour bien sûr arriver jusqu'à la victoire. Thiefdom est un jeu de programmation, de déplacement et de pick-up and delivery. Il est joué en total en 6 manches, à l'issue desquelles un décompte final a lieu. Le joueur ou la joueuse qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Avant de commencer la partie, un draft d'objets a lieu entre les joueurs. Chaque joueur reçoit 3 cartes objets qui vont drafter. Une fois que chaque joueur a récupéré 3 cartes, il va pouvoir acheter entre 0 et 3 cartes objets et les placer sur ses personnages. À l'issue de ce draft d'objets, les joueurs, dans l'ordre inverse du tour, on aura choisi un premier joueur au hasard, vont pouvoir choisir l'emplacement de leur planque, de leur cachette. C'est là d'où vont partir leurs différents voleurs et c'est également là qu'on va pouvoir interagir avec notre stock, en gros ce qu'on va pouvoir planquer dans notre cachette. Voilà, donc dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur place sa cachette dans un bâtiment neutre, c'est-à-dire dans un bâtiment qui n'est pas un bâtiment orange en fonction de la disposition des plateaux. Donc là, il y a déjà un petit peu de stratégie à ce moment-là. Ensuite, on va pouvoir commencer la partie. Chacune des 6 manches de Thiefdom est résolue en 3 phases. La première phase, c'est une phase de programmation. Tous les joueurs simultanément vont utiliser leurs jetons d'ordre numérotés de 1 à 4 et les placer face cachée sur leur voleur, mais également sur le plateau avec les personnages non joueurs dont ils disposent. Donc chaque joueur va recevoir un de ces petits plateaux, c'est d'ailleurs ce qui va déterminer l'ordre du tour puisqu'il y a un des plateaux sur lequel on a un petit personnage avec un 1 à l'intérieur. Une fois que tous les joueurs ont réalisé leur programmation face cachée, on va pouvoir révéler l'ensemble des jetons de tous les joueurs et passer à la phase suivante, c'est-à-dire la phase de résolution de ces actions programmées. Phase numéro 2 donc, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va résoudre les jetons d'ordre un par un. Le premier joueur va résoudre son jeton d'ordre numéro 1, ensuite le joueur suivant jeton d'ordre numéro 1 et ainsi de suite. Puis on revient au premier joueur, jeton d'ordre numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient résolu leurs 4 jetons de programmation. On va commencer par s'intéresser aux voleurs. On regardera les personnages non joueurs après. Au cours de son tour, un voleur va pouvoir réaliser jusqu'à 3 actions. Alors ça peut être 3 actions différentes, des identiques. On peut prendre vraiment les actions dans n'importe quelle combinaison parmi toutes celles qu'on va regarder maintenant. Et on a la possibilité, une fois par manche, d'utiliser notre petit jeton endurance ici sur l'un de nos voleurs. On n'a pas besoin de le programmer. Celui-là, on va simplement le placer au moment où ça nous intéresse. Et à la place de réaliser 3 actions, le voleur qui dispose du petit jeton endurance fera 4 actions lors de cette manche. Les actions que peuvent réaliser les voleurs sont les suivantes. Première action possible, pour 1 point d'action, vous allez pouvoir déplacer votre voleur de 3 cases. Pour vous déplacer, vous devez vous déplacer sur des cases orthogonalement adjacentes à votre position de départ. Vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur des bâtiments, soit des bâtiments neutres, soit des bâtiments spéciaux, à condition de rentrer par les entrées-sorties qui sont dessinées sur le plateau. Attention, ça arrête votre mouvement. Même si vous n'êtes pas au bout de vos 3 déplacements, vous ne pouvez pas passer à l'intérieur d'un bâtiment et continuer votre mouvement par la suite. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez également passer par-dessus des pièces, qui vous permet d'économiser un petit peu des mouvements. Vous pouvez passer par-dessus les nobles, par-dessus la chariote. Attention, vous pouvez en revanche pas passer par-dessus les gardes qui vous attraperaient immédiatement, puisque si vous arrivez à passer par-dessus sa tête quand même, ils sont pas très malins, vous verrez, mais ils sont quand même un petit peu meilleurs que ça. Vous avez la possibilité également d'utiliser les catacombes qui se trouvent
au bord des plateaux, les catacombes sont considérées comme des cases adjacentes l'une à l'autre, donc vous allez pouvoir rentrer dans une catacombe et ressortir par une autre catacombe, donc ça vous permet de vous déplacer plus rapidement au travers du plateau. Vous pouvez également passer par-dessus vos propres voleurs pour économiser des cases de déplacement toujours, mais également vous allez pouvoir faire des échanges de stuff à ce moment-là, donc vous allez pouvoir vous passer du butin, des pièces, tout ce que transporte chacun de vos voleurs. On considère qu'ils font un petit tour de passe-passe, tac, et ils s'échangent des trucs, et vous pouvez également passer par-dessus les voleurs adverses. Attention, par contre, cette fois-ci, si vous le faites, vous perdez un point de victoire à chaque fois. De la même manière, si vous entrez dans un bâtiment où se trouvent déjà des voleurs d'un clan, d'une guilde adverse, vous allez perdre également des points de victoire en fonction du nombre de voleurs adverses qui se trouvent déjà à l'intérieur de ce bâtiment. Deuxième action possible lors du tour d'un voleur, c'est utiliser le pouvoir d'un bâtiment spécial dans lequel il se trouve. Vous voyez qu'il y a plusieurs bâtiments spéciaux tout au long du plateau, donc c'est des bâtiments orange, il y en a même un petit peu au bord. On va faire un rapide tour, il s'agit quand même du cœur du jeu. On va regarder rapidement ce qu'on peut trouver en termes de bâtiments. On a un marché ici qui vous permet d'aller braquer un maximum d'or, donc là bien sûr vous êtes des voleurs, vous faites ce que vous savez faire, vous allez braquer de l'or, et vous avez la possibilité de revendre des liqueurs contre des points de victoire. Vous avez une taverne dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer des nouveaux amis qui vont vous donner des pouvoirs particuliers, permanents, temporaires, one shot, et vous allez également pouvoir acheter des ressources et en vendre d'autres contre des points de victoire. Vous avez des receleurs, enfin des contrebandiers, on va dire, qui vous proposent des contrats particuliers, vous échangez des ressources contre des points de victoire ou contre d'autres ressources, et vous avez également un système de villas, donc vous avez des villas qui se trouvent au bord du plateau. Dans ces villas, vous allez pouvoir faire soit récupérer des gemmes et vous en mettre un petit peu plein les poches, donc vous allez braquer en fait les bijoux de la villa, ou alors vous allez pouvoir récupérer le tableau de la villa que vous allez pouvoir ensuite revendre chez un receleur qui vous en donnera un maximum de ressources, les receleurs qui vous permettent également d'acheter de nouvelles armes. Voilà pour un rapide tour, on va dire, de plateau. Oh, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est le donjon qui se trouve ici, puisque le donjon, la prison, en fait, c'est un petit peu là où tout ce que les gardes ont réussi à vous prendre, tout le butin que vous avez dérobé au préalable qui vous auront pris, il va se trouver à cet endroit-là, et donc chaque joueur qui va rentrer à l'intérieur du donjon va pouvoir aller se servir en fait dans le butin qui a été collecté par les gardes et même faire quelques petits échanges pour des points de victoire. Donc voilà, un tour assez rapide de ces bâtiments, mais c'est quand même la partie centrale du jeu, cette interaction justement, ces échanges entre les ressources et entre des ressources et des points de victoire. Troisième action que vous pouvez faire lors de votre tour de voleur, c'est d'aller voler, justement, puisque vous êtes un voleur, vous allez faire ce que vous savez faire de mieux. Pour voler, vous pouvez voler des personnages non joueurs, donc en l'occurrence la chariote, les nobles, également les gardes. Pour voler un personnage non joueur, il suffit de se trouver sur une case adjacente au personnage non joueur que vous souhaitez dérober. Donc ici, la chariote, si vous la volez, elle a des quantités astronomiques de 20, donc vous allez prendre des ressources correspondantes. Et si vous volez des nobles, ils vont vous donner, eux, de l'argent ou des gemmes, ou des bijoux, en gros, en quelque sorte. Si vous arrivez à voler les gardes, vous allez leur prendre une insigne de police qui est assez recherchée justement par des receleurs, des contrebandiers, que vous allez pouvoir échanger contre des points de victoire. Attention toutefois, les gardes, contrairement aux nobles et à la chariote, ont ce qu'on appelle un champ de vision, et donc si vous vous trouvez à un moment donné dans son champ de vision, vous allez être arrêté. On va regarder ça tout de suite après au niveau des conséquences, mais voilà, il faut arriver à vous mettre à côté ou derrière lui pour pouvoir le voler sans qu'il y ait de conséquences. Notez également, lorsque vous volez la chariote, vous allez obtenir un petit panneau recherché, un petit panneau wanted que vous allez placer sur votre personnage, et à partir de maintenant, vous ne pouvez plus passer ni au-dessus de la chariote, ni au-dessus des nobles qui vous dénonceraient immédiatement à la police et vous seriez arrêté exactement comme avec un garde. On y revient juste après. Enfin, dernière action possible lors du tour d'un voleur, c'est l'action d'utiliser
une des cartes objets que vous possédez en tant qu'action. Donc vous avez toute une panoplie d'objets que vous pouvez acheter au moment du draft de départ, mais également chez les contrebandiers. Ces objets vont par exemple vous permettre d'obtenir un grappin qui vous permettra de passer d'un bâtiment à l'autre pour un seul déplacement, donc sans sortir du bâtiment, éventuellement risquer de vous faire attraper. Voilà, il y a plein d'objets différents et sur ces objets on trouve parfois des actions à part entière à résoudre directement en tant qu'un point d'action à votre tour de voleur. On va maintenant s'intéresser aux actions des personnages non joueurs. Donc chaque joueur va en déplacer un certain nombre. Vous voyez que sur chacun des personnages, vous avez une petite lettre d'indiquer de manière à savoir qui déplace quel personnage non joueur. Ici, je vais commencer par déplacer le noble C qui se trouve ici. Pour déplacer les nobles, je vais simplement l'amener jusqu'à la prochaine lanterne qui trouvera sur son chemin la prochaine lanterne disponible. Ici, je pourrais l'amener sur cette lanterne ou alors je pourrais l'amener, ici la lanterne n'est pas disponible puisque la chariote est dessus, donc je pourrais l'amener jusque là, si ça me chante. Voilà, je vais l'amener là par exemple. Ensuite, je vais faire la même chose avec le garde C. Alors attention, les gardes, rappelez-vous, ils ont un champ de vision, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des yeux dessinés d'un côté. Les gardes ne peuvent jamais faire demi-tour, c'est-à-dire ne peuvent jamais revenir sur leurs pas. Donc par exemple, si je suis là et que mon champ de vision est par ici, je ne peux pas faire « Ah !» je fais demi-tour et je reviens ici en arrière. Non, je suis obligé de continuer mon chemin. Donc là, soit je décide d'aller de ce côté-là, soit je décide d'aller de ce côté-ci. On va dire que je vais aller... Oh, il était là au départ. Je vais l'amener de ce côté-là. Donc, il termine son déplacement, son champ de vision se termine là où il a fait, dans la direction dans laquelle il a fait son dernier déplacement. Bon, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. On n'avait que ces gardes-là en stock, donc on a pris ceux-là, mais vous verrez, c'est quand même intéressant cette histoire de champ de vision, justement, pour se faire attraper ou pas se faire attraper. On va regarder ça tout de suite. Le dernier personnage non joueur que vous déplacez, c'est éventuellement la chariote, donc il n'y a qu'un seul joueur qui va la déplacer, et la chariote se déplace jusqu'à 2 lanternes de distance, c'est-à-dire que ici, je pourrais faire, par exemple, celle-ci est occupée, donc ça ferait 1, 2, ou alors 1, ici, et 2 ici, ou voire même 2 ici, puisque je pourrais passer par là, par cette lanterne occupée par le garde, voilà. Donc il y a plein de possibilités au niveau de ces personnages non joueurs pour les déplacer, bien sûr, c'est à ce moment-là que la programmation que vous et les autres joueurs ont réalisée va avoir une grande importance. On va maintenant regarder ce qui se passe lorsqu'un voleur se fait attraper, donc il est justement arrêté. 2 cas de figure possibles. Premier cas de figure, un voleur se retrouve dans le champ de vision d'un garde qui se déplace, donc dans ce cas-là, il est attrapé puisque le garde le reconnaît, et donc tac, il l'arrête directement. Deuxième cas de figure possible, vous possédez un petit jeton wanted, un petit jeton recherché sur l'un de vos personnages, et dans ce cas-là, il suffit que l'un des nobles ou la chariote même passe par-dessus votre personnage en se déplaçant pour aller vers une lanterne, et là c'est le drame, ils vous reconnaissent parce que il y a des petits panneaux wanted et avec votre image partout dans la ville, et donc ils vous balancent direct à la police et vous êtes arrêté sur le champ. Lorsque vous êtes arrêté, plusieurs conséquences. Tout d'abord, vous allez perdre toutes les ressources et tout l'or que vous possédez. Ici, mon personnage s'est fait arrêter par le garde D qui s'est déplacé vers la lanterne, donc toutes les ressources qu'il possédait, donc là en l'occurrence les 3 gemmes et la pièce d'or, sont envoyées directement dans le donjon. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a dit que c'était la prison, c'est là où on balance les ressources justement qui se font attraper lorsque les personnages se font arrêter. Deuxième chose, si jamais vous êtes arrêté, vous allez également être renvoyé gentiment dans votre planque, donc on vous téléporte, on vous raccompagne gentiment jusqu'à votre planque, et donc vous y retournez, hein, et vous rentrez bredouille puisque vous n'avez plus du tout d'objet sur vous. Et dernière conséquence, bien sûr, vous prenez quand même une gentille pénalité de 2 points de victoire qui sont perdus. Dernière précision quand même, si vous disposiez d'un petit panneau wanted, justement, lorsque vous rentrez à l'intérieur de votre planque, le panneau wanted est défaussé directement. On imagine que c'est réinitialisé un petit peu comme les étoiles dans GTA, paf, on repasse à 0 étoile, c'est bon, on n'est plus recherché, on est clean. Une fois qu'une manche est terminée, on va passer à la 3e phase, c'est la phase de maintenance. Donc simplement, on va passer les petits plateaux des personnages non joueurs dans le sens inverse de l'ordre du tour, de manière à changer de personnage non joueur qu'on va déplacer lors de la prochaine manche. On va également donner un point à chaque personnage qui n'est pas à l'intérieur d'un bâtiment à la fin du tour, donc il est encore dans les rues justement, donc il prend des risques parce que c'est là où il peut se faire arrêter justement. Et donc, chaque joueur qui se trouve encore dehors, chaque voleur qui se trouve encore dehors, fait marquer un point à son équipe. Toutes les 2 manches, on va recharger en ressources les nobles. Une fois qu'ils sont braqués, ils perdent évidemment les ressources. Les gardes,
gardes, qui eux disposent chacun de 2 médailles de police, donc une fois qu'ils les ont perdues, elles ne sont pas rechargées jusqu'à ce moment justement toutes les 2 manches. On va également recharger les marchandises qui sont demandées, les contrats en fait qui sont offerts par les contrebandiers, donc ça c'est également quelque chose d'important, c'est pas rechargé directement, et on va changer la ligne des objets disponibles qu'on va pouvoir acheter chez les contrebandiers, chez les revendeurs de tableaux. On continue comme ça jusqu'à la fin de la 6e manche. À l'issue de la 6e manche, on a un décompte final qui a lieu avec tout le reliquat de ressources qu'on possède en fait. Donc toutes les ressources vont marquer des points individuellement, les cartes vont également marquer certains points. Si vos voleurs sont rentrés dans leur planque, ils vont également obtenir des points. Et donc à l'issue de tout ça, bien sûr, le joueur ou la joueuse qui marque le plus de points l'emporte. Voilà pour un aperçu très court, très condensé en fait du jeu, puisque les règles sont quand même assez denses, il y a beaucoup de choses possibles en fait entre les bâtiments, beaucoup de précision un petit peu. J'ai fait 2 parties du jeu, 2 parties complètes, j'ai joué une fois à 4, une fois à 3 joueurs, c'était mieux à 3, pour le temps de jeu en fait tout simplement, aussi parce que à 4 c'était notre première partie. Alors il y a une première chose à préciser sur le jeu, c'est que il existe des modes d'initiation, c'est-à-dire il y a une partie d'initiation en fonction pour chaque configuration de joueur, donc 1, 2, 3, 4, et donc cette partie d'initiation, il est très chaudement recommandé de la jouer. Il y a donc une mise en place spécifique, il y a également un premier tour de jeu qui est joué à votre place, c'est-à-dire que la première manche, en fait, les joueurs ne jouent pas, simplement, ils se contentent de regarder ce qui se passe sur le plateau et d'exécuter les actions qui leur sont dictées par le scénario de départ. C'est pas trop ma came, habituellement, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop qu'on me guide, j'aime bien, tant pis, on joue, on verra bien ce qu'il en est. Première partie à 4 joueurs, c'est ce qu'on a fait. On a fait très peu de points, et deuxième partie, donc j'en ai discuté un petit peu avec l'auteur et avec l'équipe de l'éditeur, ils m'ont vraiment incité à faire le scénario d'initiation. Effectivement, on a marqué plus du double des points, donc c'était quand même pas peine perdue, on a vu bien sûr des opportunités bien plus importantes. Maintenant, en termes de gameplay, ça change pas énormément. Je vous le conseille plutôt à 3 parce que c'est un petit peu plus court. Il y a de la programmation, il y a de la réflexion au niveau de la programmation, il y a de la réflexion au moment du tour de chaque voleur. Ça peut vite être un petit peu long. À 4 pour moi, c'est un petit peu trop long. À 3, c'était plutôt bien. J'ai vraiment apprécié ma partie à 3 joueurs et donc on va regarder un petit peu en détail. Je vais pas faire une review aussi détaillée que ce que je fais habituellement parce que là, c'est du Kickstarter, c'est du prototype. On n'est pas tout à fait sûr que ça va rester exactement comme ça. Donc on va regarder un petit peu ça en détail, mais pas trop quand même. On va commencer donc bien sûr par le gameplay, et on va commencer par parler du cœur du jeu, enfin du twist du jeu qui moi m'intéressait énormément, c'est le système du jeu de chat et de la souris, avec les gardes justement, qui sont des personnages non joueurs, mais qui sont en fait des personnages qui sont quand même joués par les joueurs à tour de rôle, et donc ça c'est très sympa puisque il y a un petit peu cette pression de dire est-ce que je reste dehors, je marque un point, ou alors est-ce que je me déplace là, je prends le risque que lui aille là, mais il a peut-être pas vu, machin, tac. Bon, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de montage à réaliser justement avec ce système de je saute par-dessus la lanterne pour aller directement à la suivante comme vous avez pu voir là. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que le plateau est pas immense et il se trouve quand même qu'il y a beaucoup de personnages et de personnages non joueurs sur le board, et donc ça peut vite créer des enchaînements où en fait on se retrouve dans le champ de vision d'un garde alors qu'il était à perpète. Donc ce système de chat et de la souris, c'est pour moi le twist vraiment intéressant qui est amené dans un jeu qui est quand même très orienté euro. On programme, on résout, on fait du pick-up and delivery, on a de la ressource, on marque des points pour ces ressources. Bon, c'est vraiment hyper orienté euro, sauf ce petit élément-là qui est quand même assez sympathique, où on peut arriver à monter des trucs contre les autres. Alors, franchement, il faut avoir, je pense, il y a une vraie grosse courbe d'apprentissage, c'est le deuxième point. Il y a beaucoup à faire. Concrètement, il y a énormément à apprendre, je trouve, d'une partie sur l'autre, parce que il y a des enchaînements à trouver, il y a des trucs avec les objets, il y a des trucs avec les personnages qu'on rencontre dans le bar, qui vont nous donner des bonus permanents, qui sont hyper intéressants à trouver, et en fait, on se dit, on a 6 manches, à chaque fois on a 4 programmations de 3 actions chacun, ça fait beaucoup, mais en réalité dans le jeu c'est pas tant que ça, parce que une action, c'est 3 cases on se déplace. Et ça, en fait, c'est peu. Donc au final, il y a des tours où vous risquez de passer 3 actions à vous déplacer, quoi. Parce que
vous rentrez dans un bâtiment, tac, ça fait que 2 déplacements, bon, il faut repartir derrière, ou alors vous rentrez dans ce bâtiment là, tac, vous faites l'action du bâtiment, ah bah d'accord, mais j'ai déjà plus d'action, donc je suis là, je suis coincé dans mon bâtiment, avec mon tableau, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, il y a vraiment largement de quoi faire, j'ai pas du tout exploité le potentiel du jeu, simplement je pense que il y a tellement que il y a... En fait, c'est la première partie, on s'est dit, mais comment on arrive à optimiser tout ce machin? Et en fait, dans la deuxième partie, on a vu le premier tour, vraiment, il était super optimisé, celui qui est joué par le jeu, il est incroyablement optimisé, et on s'est dit, ah ouais, ok, il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire des trucs vraiment, vraiment respectables, et du coup, eh ben, c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Donc je trouve que c'est quand même intéressant, il y a une vraie profondeur de jeu, ça c'est très chouette, il y a peut-être un petit peu beaucoup d'éléments à mon goût, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose à aller chercher, il y a vraiment un truc dans le gameplay au niveau de la profondeur et au niveau des combos, enfin des enchaînements que vous allez pouvoir faire avec la programmation et avec les déplacements des personnages, et notamment des personnages non joueurs, qui est très chouette. Dernier bon point sur le gameplay, je trouve, c'est le système de programmation qui est quand même assez solide. C'est efficace, hein, c'est vraiment du jeu, on programme, on résout. C'est des trucs que j'aime beaucoup. J'aime bien justement essayer de faire mon plan à l'avance et qu'on vienne me le péter au milieu et où je me dis ah purée, je vais pas pouvoir aller là parce qu'il l'a joué avant, je pensais pouvoir passer au-dessus et avoir juste le petit déplacement qui me manquait, ben je suis trop court d'une case, comment je fais, je revois, machin. Bon, voilà, il y a vraiment des choses qui se passent et ce système de programmation est vraiment très sympa, et des fois on va tout droit dans le piège en fait parce qu'on voit bien que il y a un garde qui va nous arriver dessus à un moment donné, mais on peut rien y faire quoi, on est coincé. Et donc ça c'est assez sympa. Bon, le pendant un petit peu de tout ça. Première chose, les gardes sont un peu sympas. Le système de champ de vision des gardes est intéressant, mais il est un peu restrictif. C'est-à-dire que les mecs sont quand même effectivement pas hyper malins et se retrouvent des fois à regarder le mur, alors qu'ils pourraient juste regarder en fait... ils pourraient juste tourner d'un quart de tour, on arrive sur la case d'arrivée et puis on dit tac, on tourne d'un quart de tour, comme ça, paf, le couloir là, il est sécure. Et ça pourrait amener le petit twist un peu supplémentaire, parce que là c'est vrai que c'est un peu... ils sont gentillets quoi les gardes. Ils sont mignons, ils attrapent pas grand monde quoi. Hein, ils se font braquer alors que le mec est à côté. Bon, voilà. Je trouve que les gardes auraient pu être un petit peu plus incisifs et on s'est fait la remarque voilà ils auraient pu être un petit peu plus salés que ça et d'ailleurs alors le système de récompenser des mecs qui sont dehors à la fin du tour c'est très chouette parce que justement ils prennent des risques. Ils prennent vraiment le risque de se faire attraper au début du prochain tour parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait l'enchaînement là possible machin bon. Mais c'est léger. Concrètement, si vous finissez tous les tours dans les bâtiments, certes vous prenez pas de risque et vous allez marquer nettement moins de points. On l'a vu à la première partie, hein, c'était vraiment le fait de pas prendre de risque, c'était pas rewarding du tout. Mais il y a cette possibilité là qui enlève tout le twist du jeu du chat et de la souris. Un peu dommage. Voilà, ça c'est le premier truc que je mettrais un petit peu en bémol. Deuxième chose qui va un petit peu à l'encontre de la super phase de programmation, c'est le temps que ça prend. Parce que il faut réfléchir à la programmation et il faut réfléchir au moment où c'est notre tour numéro 3, que jusque-là rien s'est passé comme prévu, ils ont pété tous nos tours, enfin c'est catastrophique en termes de plateau, il n'y a rien qui est à l'endroit de départ, et maintenant il faut faire 3 actions avec notre petit voleur, éventuellement 4 avec notre jeton endurance, et il faut tout recalculer quoi. Hein, donc ça, en fait ça reprend tout de suite beaucoup de temps. Je vous le conseille vraiment à 3. J'aurais bien voulu faire une petite partie à 2, j'ai pas eu assez de temps. Là, il faut que la vidéo sorte parce que la campagne pop, bon, voilà. Ça aurait été bien de voir si ça tournait à 2, je pense que c'est un petit peu moins bien. Le plateau est plus serré à 2, il y a 2 quartiers qui sautent, et il y a un petit peu moins de personnages non joueurs. Je pense que l'opti c'est quand même à 3 pour avoir justement un petit peu ce truc de on évite de la tactique vraiment ultra 1 contre 1. On a un 3e élément qui vient mettre qui vient un petit peu secouer tout ça. Je pense que c'est vraiment bien à 3, mais voilà, 4 c'était un petit peu trop long. Je pense qu'une fois qu'on a bien l'habitude, ça roule. Maintenant, c'est toujours pareil, quoi. Évidemment, tous les jeux, on y a joué 15 fois, ça va tout seul, mais simplement, les premières parties sont un petit peu trop longues à mon goût. On va passer à la thématique et aux illustrations. On va sauter la partie matériel et règles parce que il s'agit d'un prototype. En fait, ça n'a pas trop de sens de parler de matériel règles d'un prototype puisque c'est clairement pas fini. Les règles sont encore en mode brouillon de ouf et le matos est pas du tout définitif. Donc voilà.
Le prototype que j'ai eu est parfaitement jouable, c'était assez chouette, vous avez pu le voir. Je sais pas si ce sera comme ça en sortie, j'espère, c'est prometteur, mais voilà, on va pas épiloguer là-dessus, donc on va passer directement au thème et au matériel. On va commencer par parler du thème qui colle bien. Alors ça c'est chouette, c'est un truc intéressant dans les règles. Ça a allongé un petit peu les règles, mais j'ai trouvé ça agréable parce qu'en fait le thème vient rehausser un petit peu à chaque fois le pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui fait que cette action-là, c'est ce truc-là, machin. Bon, c'est pas forcément toujours logique pour tout le monde. J'ai eu des joueurs qui m'ont dit ah ouais mais là ça devrait pas du tout se passer comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de mettre un petit peu de thème sans que ça devienne vraiment un pavé, un truc impossible qui va rallonger de 10 pages les règles. Ça rallonge un tout petit peu, mais ça permet parfois de comprendre un élément un petit peu mieux. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve que c'est sympa. Après le thème est bien implémenté. On est dans une ville, on est des voleurs, il y a des gardes, police voleurs. Voilà, ça marche bien. Clairement c'est ce qu'on attend d'un jeu de ce type-là. Il y a bien sûr la partie programmation qui nous ramène à l'Eurogame et qui refait sortir un petit peu du thème, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On s'en met plein les poches, on peut trimballer des trucs. Non, c'est carrément honnête. Au niveau des illustrations maintenant, eh ben on revient dans du Zomico classique. Hein. Voilà, hein, monsieur Mihailo Dimitrievski, qui fait toujours le travail qu'il sait faire, qui fait maintenant très bien et qui me plaît toujours pas trop. C'est c'est toujours un petit peu. Je trouve que ça boucle en fait. Il y a des illustrateurs qui font des illustrations très différentes d'un jeu à l'autre. Là en fait on se retrouve avec les bâtiments de Valeria, de la série du Royaume de l'Ouest et avec les personnages de la même série. Voilà, bon, c'est pas ma tasse de thé, ça le sera pas, je pense, c'est pas grave. Ça reste assez lisible. Au niveau de l'iconographie, ça c'est un point dont on peut parler. C'est chouette. Alors, des aides de jeu qui sont absolument massives. Voilà, pour vous montrer un peu le truc. Voilà, une des fiches d'aide de jeu, il y en a une deuxième. Hein. Donc celle-ci est un petit peu, je trouve. Alors c'est bien parce que ça explique vraiment tous les symboles. Donc ça c'est chouette. C'est un peu usine à gaz. Mais au moins il y a tout dessus. C'est celle-là qui est surtout vraiment importante puisque celle-là en fait elle résume les actions qui sont réalisables dans les bâtiments et qui sont réalisables par les différents types de personnages. Donc ça c'est plutôt bien vu, c'est pas trop gros et je trouve qu'une fois qu'on a assimilé justement cette iconographie, ça va tout seul, on peut s'y référer et donc ça c'est vraiment bien. Il y a un vrai effort de fait là-dessus, un peu plus dubitatif là-dessus, c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas? Au moins tout est sous forme d'icône et ça roule, c'est bien expliqué, on a ça à portée de main. Voilà, bon point. Dernier point sur la partie thématique, alors plutôt sur la partie sensation de jeu. En fait, j'ai l'impression d'être un petit peu dans un jeu vidéo. J'ai l'impression qu'on est dans une maison avec une vue du dessus et on va déplacer tranquillement nos petits personnages. Alors on le fait chacun notre tour, un tour par tour, on programme, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Je vois bien le truc se déplacer, tac, 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 ça va ici, allez je déplace celui-là, machin, hop il vient là, puis après on a une petite animation au moment où il se fait attraper, tac, il est balancé en prison, hop on balance ses items et tout ça. Voilà, je trouve qu'on est un petit peu dans ce système jeu vidéo et moi je le ressens vachement comme ça, voilà. On passe à la partie interactive dans le jeu, donc les interactions entre joueurs sont claires, hein, de toute façon. On va déplacer des personnages non-joueurs qui permettent de récupérer tout le butin des voleurs des autres. Clairement, l'interaction forte est ici, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, les gardes sont un petit peu faibles, il aurait fallu qu'on puisse faire des trucs un petit peu plus salés que ça, des trucs où on peut rentrer un peu dans les bâtiments, on va inspecter, on va voir ce qui s'y passe, tac, on braque tous les mecs, machin. Ça aurait été bien d'avoir un truc un petit peu plus incisif, en tout cas j'aurais préféré. Moi j'attendais beaucoup justement de ce twist du jeu du chat et de la souris. Il est un petit peu en retrait, donc voilà, la grosse partie interaction est là. Il y a de l'interaction indirecte, bien sûr, avec le système de programmation. Tac, t'étais là, mais t'y es plus, donc je peux plus faire mon déplacement, machin. T'es rentré dans le bâtiment là, je vais devoir perdre un point. Est-ce que j'y vais pas? Bon, il y a de l'interaction, bien sûr, dans le jeu. J'aurais voulu que ce soit encore un petit peu plus salé que ça pour vraiment avoir cette sensation de se risquer et d'être vraiment en danger à chaque seconde. Ça aurait été vraiment très très sympa. J'ai fait les remontées nécessaires à l'éditeur. Maintenant voilà, je sais pas si c'est exactement leur objectif avec le jeu, mais voilà, au niveau interaction, elles existent, bien entendu, je les aurais attendues un petit peu plus fortes que ça.
On va terminer avec la rejouabilité du jeu, bien sûr. Alors le jeu est extrêmement rejouable parce que notamment il y a les plateaux centraux en fait qui ont deux faces, qui peuvent se mettre dans n'importe quel sens et n'importe où. Donc là déjà vous avez une map en fait qui change vraiment du tout au tout à chaque fois. Donc ça c'est très fort. Il y a un gros set d'objets, il y a beaucoup de personnages différents qui sont uniques. Il y a des il y a non c'est tout en fait. Oui, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. En termes de renouvelabilité matérielle, bien sûr, c'est quand même bien fourni. Et on a également la partie interactive avec les joueurs, justement, et leur façon de jouer, la façon dont ils vont essayer d'optimiser le jeu, qui va ramener de la rejouabilité au jeu. Donc, de ce côté-là, c'est assuré, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez en faire plusieurs parties, et il faudra même en faire plusieurs parties, parce que, notamment pour cette courbe d'apprentissage, si vous voulez maîtriser un petit peu le jeu, il faudra y retourner plusieurs fois. Pour conclure sur Thiefdom, c'est un jeu que j'ai apprécié jouer, en particulier à 3 joueurs. C'était une partie sympathique. J'ai bien aimé le petit twist qui était amené dans un jeu Eurogame. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas une thématique qu'on voit souvent, ce système justement de voleurs avec cette prise de risque avec les gardes qui vont attraper tout le butin, le mettre à un endroit, on peut aller voler l'endroit, machin. Voilà, c'était sympa. J'aurais voulu que les interactions soient encore un petit peu plus balèzes que ça et que on puisse faire plus de trucs avec les gardes, qu'il y ait plus de risques en fait un petit peu à tout moment pour les différents voleurs sur le plateau. Ça m'aurait vraiment plu. C'est pas 100% pour moi. Voilà, l'expérience était plaisante. C'est un jeu qui est globalement bien. Je vous le conseille. Je vous conseille d'y jeter un œil, en tout cas de vous y intéresser et de voir si c'est un truc qui peut vous brancher, ce petit twist. Et si c'est le cas, si vous aimez les jeux de programmation et que le twist vous motive, c'est quelque chose que vous pouvez essayer très largement. Voilà, ça devrait vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. Un de ces 4, ciao.